Que ce soit dans la musique, le cinéma, le sport ou l'art, les États-Unis ont dominé le monde dans plusieurs domaines au XXe siècle. Henry Luce, le fondateur des magazines Time et Life, a même qualifié ce siècle de siècle américain. Mais comment les États-Unis ont réussi à devenir aussi puissants? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle anti-sèche. For the ketchup, balance la sauce. Les États-Unis sont plutôt un jeune pays. C'est qu'en 1776 qu'ils déclarent leur indépendance à l'égard de la Grande-Bretagne. Ce qui ne les empêche pas de devenir vite une grande puissance. Je vous rappelle que la puissance d'un État, c'est sa capacité à influencer les autres, voire à imposer ses vues. Ça peut passer par des moyens contraignants, le hard power, ou non contraignants, comme le soft power. À la fin du 18e et au début du 19e siècle, la stratégie des USA, c'est de ne prendre parti dans aucun conflit extérieur. Notamment en Europe, c'est ce qu'on appelle l'isolationnisme. Ils interdisent aussi toute intervention européenne sur le continent américain, c'est la doctrine Monroe. Pourtant, en 1917, ils font une entorse à leur isolationnisme traditionnel et rejoignent la France et l'Angleterre dans la Première Guerre mondiale pour répondre aux attaques des sous-marins allemands qui menacent leur commerce. Leur entrée en guerre accélère la fin du conflit, et ça l'accélère même au point d'y mettre fin. Et nous, on va s'intéresser à ce qui se passe après la Première Guerre pour essayer de répondre à cette question. Comment, par son action sur la scène internationale, la puissance américaine s'affirme-t-elle dans le monde depuis 1918 ? Le nouveau poids économique et politique des USA permet au président Wilson d'imposer ses idées lors du règlement diplomatique du conflit. Il crée un programme en 14 points qui met notamment en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le libéralisme économique. Mais il propose surtout la création d'une société des nations, appelée SDN, qui est chargée de régler pacifiquement les conflits entre États. Mais de nombreux isolationnistes s'opposent à l'entrée des USA dans la SDN. Ils refusent toute alliance contraignante car ils craignent que leur pays ne doive régulièrement entrer en guerre en Europe. Ça va, c'est pas comme s'il y allait avoir une deuxième guerre mondiale, tu sais. La Société des Nations, elle est créée par le traité de Versailles en 1919. Mais le Sénat américain refuse de ratifier le traité. Les USA ne font donc pas partie de la SDN et retrouvent leur posture isolationniste. Mais sans les USA, la SDN est un peu bancale et les pays européens sont déçus. Les USA ne sont pas pour autant absents de la scène internationale. Fidèles à la doctrine Monroe, ils interviennent pendant l'entre-deux-guerres dans leur zone d'influence directe, à savoir l'Amérique centrale et les Caraïbes. Genre par exemple le Nicaragua en 1926. La Première Guerre mondiale renforce la puissance économique et politique des USA. Ils disposent en 1919 de 45% du stock d'or mondial. Et leurs investissements internationaux passent eux de 6 à 35% entre 1920 et 1929. Ils deviennent alors la première puissance commerciale mondiale. Clairement, ils commencent à peser là. En tant que premier créancier du monde, les USA interviennent dans les questions économiques internationales. Et les dettes françaises et britanniques contractées auprès d'eux leur donnent un moyen d'action. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du dollar. Et de 1918 à 1941, les États-Unis développent également leur puissance avec leur soft power. Le jazz se diffuse à fond dans les années 20 et les années 30. Et Hollywood commence à dominer le monde du cinéma avec des grands succès. Mais avec la crise économique de 29, le pays devient davantage protectionniste. Les pays européens arrêtent de rembourser les prêts contractés pendant la guerre, ce qui nourrit l'isolationnisme des États-Unis. Malgré les menaces de guerre en Europe et en Asie, les USA réaffirment la doctrine isolationniste dans les années 30. Le Congrès vote même 3 lois de neutralité entre 1935 et 1937 pour empêcher tout engagement militaire en Europe. Mais sous l'impulsion du président Roosevelt, les États-Unis vont commencer à sortir de cet isolationnisme. Une politique de réarmement est votée en 1938 et la vente ou le prêt d'armes à des pays en guerre sont autorisés. Indirectement, le pays commence à s'engager dans la Seconde Guerre mondiale. Le 7 décembre 1941, l'attaque japonaise sur la base militaire de Pearl Harbor précipite l'entrée en guerre des USA ainsi que l'utilisation de leur hard power, c'est-à-dire leur engagement militaire et économique massif, et c'est ce qui permet aux Alliés de gagner la guerre. En tout, plus de 10 millions de soldats américains sont mobilisés et plus de 195 000 avions de guerre sont envoyés. Le pays participe à la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Il lance aussi 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ce qui oblige le Japon à capituler également. Malgré la perte de 300 000 soldats, les USA sortent renforcés de la guerre. Leur territoire n'a pas été directement touché et leur PIB est égal à celui de tous les autres pays du monde réunis. Ils ont aussi le monopole nucléaire et des troupes américaines occupent une partie de l'Europe et de l'Asie. Et ça facilite la diffusion de l'American Way of Life. Alors man, je vois pas du tout de quoi tu parles. Petit à petit, les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et veulent mettre en place un nouvel ordre mondial. Il est d'abord politique et doit être fondé sur la paix et le multilatéralisme. C'est dans ce but que les USA initient la création de l'ONU le 26 juin 1945, dont le siège est à New York. Mais ce nouvel ordre mondial, il est aussi économique. Il est basé sur la libéralisation du commerce et il se met en place avec la conférence de Bretton Woods qui fait du dollar la seule monnaie convertible en or, et donc
la monnaie internationale. Le pays est aussi très actif dans la création du GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui vise à favoriser le libre-échange dans le monde. Face à l'URSS communiste, les USA ne veulent plus réorganiser le monde, mais défendre le monde libre. Le président Truman annonce que la stratégie politique étrangère américaine sera d'empêcher l'expansion du communisme dans le monde. C'est ce qu'on appelle la doctrine Truman. On est en 1947, c'est le début de la guerre froide. Et d'ailleurs, si le sujet vous chauffe, il y a une vidéo juste ici. Guerre froide, sujet vous chauffe, froid, chaud. C'est dans cet objectif que les États-Unis mettent en place le plan Marshall. C'est une aide financière, matérielle et humaine faite à 16 États européens pour reconstruire l'Europe d'après-guerre. Et les USA y gagnent doublement. D'abord d'un point de vue économique, puisque les Européens achètent les produits américains, et ensuite d'un point de vue politique, car ça empêche les pays européens de basculer dans le communisme. Et bien sûr, pour les communistes, le plan Marshall n'est qu'une manifestation de l'impérialisme américain. Capitalist masters. Face à cette nouvelle organisation du monde en deux parties, un bloc Est contre bloc Ouest, les USA doivent intervenir partout dans le monde. En 1948, le Congrès autorise pour la première fois les alliances en temps de paix. Les États-Unis réalisent alors des alliances militaires sur chaque continent, ce qui leur permet d'être partout, comme l'OTAN en 1949 par exemple. Les nombreux conflits liés à la guerre froide, comme la guerre de Corée, font augmenter l'industrie de la défense américaine. Résultat, à la fin des années 60, les dépenses militaires représentent 8% du PIB national. Mais la diffusion de la puissance américaine, elle passe aussi par le soft power. L'American Way of Life, synonyme de liberté et de prospérité, est porté par le cinéma hollywoodien. Il s'oppose fortement au modèle communiste. Mais les années 70 sont marquées par les pattes def. Non, c'est marqué par de nombreux échecs pour les USA. Alors pour commencer, il y a l'enlisement au Vietnam, qui met un coup au prestige américain. Les images de violence de l'armée américaine, relayées au cinéma et dans les médias, jettent le trouble dans leur propre camp. Ensuite, le soutien de la CIA au coup d'état chilien de 73, qui aboutit à la mise en place de la dictature de Pinochet, est aussi très critiqué. Et enfin, 79 est une année noire pour les États-Unis, et une révolution islamique qui renverse le Shah d'Iran, ce qui entraîne une prise d'otage de 63 Américains à Téhéran pendant plus d'un an. Et la puissance économique américaine, elle est aussi en recul. En 1971, Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or et le premier déficit commercial des USA depuis un siècle. Bah oui, faire la guerre ça coûte cher. Et en plus, les chocs pétroliers de 73 et 79 n'arrangent pas la situation. Pour finir, le Japon d'un côté et les pays européens qui forment la CEE depuis 57 de l'autre commencent à concurrencer les USA sur le plan de l'économie. Après la période de la détente, les deux mandats du président Reagan marquent le retour d'une ligne dure face à l'URSS. Reagan ira même jusqu'à appeler l'URSS l'empire du mal. Et cette ligne dure, elle a plusieurs conséquences. 1. Une hausse importante des dépenses militaires, plus 40% quand même. 2. Un armement des combattants de la liberté qui luttent contre le communisme dans les pays du tiers-monde. Et 3. La mise en place de missiles en Europe occidentale pour répondre à ceux déjà posés par les communistes de l'autre côté du rideau de fer. C'est la crise des euromissiles en 1980. Enfin, en 1983, Reagan lance l'IDS, l'initiative de défense stratégique, appelée aussi le projet Star Wars. On va la construire, cette étoile noire. Je te promets. Il vise à doter les USA d'un bouclier spatial pour les protéger de toute attaque nucléaire. Face à une URSS à bout de souffle et un Gorbatchev qui renonce à la confrontation, les USA finissent par remporter la guerre froide. Le bloc de l'Est éclate en 1989 et l'URSS en 91. Le système capitaliste s'impose dans les anciens pays communistes d'Europe de l'Est, comme le montre l'ouverture du premier McDo à Moscou en 1990. Depuis la fin de la guerre froide, les USA n'ont plus de rival. On parle d'hyperpuissance. D'un point de vue économique, la victoire des USA marque le triomphe du capitalisme. La décennie 90 est celle de la libéralisation accrue du commerce mondial, favorisée notamment par la création de l'OMC en 1995. L'objectif, c'est que l'Organisation mondiale du commerce succède au GATT pour favoriser le libre-échange dans le monde. Cette période marque aussi la fin de la paralysie de l'ONU bloquée par le contexte de guerre froide. Le président Bush Senior parle même d'un nouvel ordre mondial dont les USA seraient les garants. On les appelle alors les gendarmes du monde. A new world order can emerge. L'intervention d'une coalition de l'ONU, menée par les USA pour libérer le Koweït de son voisin irakien en 91, en est un symbole fort. Et sous Clinton, les États-Unis pratiquent l'enlargement, une doctrine qui consiste à promouvoir le libéralisme et la démocratie dans le monde. Ils ont par exemple parrainé les accords d'Oslo en 93 qui ont pour objectif de trouver une résolution au conflit israélo-palestinien. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Clinton pense que la diffusion de la culture américaine suffit à assurer la paix et la prospérité, d'où une baisse d'1/3 des dépenses de défense entre 1993 et 2000. Mais ce multilatéralisme américain, il n'est pas sans contradiction, parce que les États-Unis, ils refusent de ratifier des traités contraires à leurs intérêts, comme ceux de Kyoto en 97, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ou encore le TICE en 1996. Another one just hit the building. Wow. Wow. Another one hit it hard. Another one just hit the World Trade.
The whole building just came apart. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont touchés par de terribles attentats perpétrés par l'organisation islamiste Al-Qaïda, dirigée par Oussama Ben Laden. Ce sont les attentats les plus meurtriers de l'histoire et ils traumatisent les USA qui sont touchés pour la première fois sur leur sol. Ils déclarent alors la guerre au terrorisme et aux États accusés de le soutenir. Iran, Irak, Corée du Nord, le président Bush Jr. les qualifie d'axe du mal. Axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Résultat, les USA interviennent en Afghanistan et renversent le régime islamiste taliban proche d'Al-Qaïda en 2001. Puis, contre l'avis de l'ONU, ils attaquent l'Irak en accusant le pays de posséder des armes de destruction massive qu'on ne trouvera jamais. Ils renversent alors le régime de Saddam Hussein. Les États-Unis connaissent des résistances en Irak et en Afghanistan. Les populations les considèrent parfois comme des occupants. La guerre en Irak est surtout la manifestation du choix de l'unilatéralisme fait par l'Amérique de Bush. Ce choix nourrit un anti-américanisme naissant dans le monde. Barack Obama is the next president of the United States of America. Le président Obama affirme son multilatéralisme en donnant plus d'importance à l'ONU et en restaurant l'image des USA dans le monde. Il donne par exemple un discours important au Caire en 2009 qui apaise les tensions avec le monde musulman. The relationship between Islam and the West includes centuries of coexistence and cooperation. Mais le pays reste quand même prêt à agir seul, sans consulter ses alliés, comme en 2011, quand les forces spéciales américaines exécutent Ben Laden au Pakistan. Obama sent le recul de la puissance américaine, et c'est pour ça qu'il appelle ses alliés à partager le fardeau de leur sécurité. C'est comme ça qu'en 2011, les Américains laissent les Britanniques et les Français en première ligne de l'intervention en Libye. Obama décide également le retrait des troupes américaines en Afghanistan et en Irak. Enfin, d'un point de vue économique, les USA sont désormais en concurrence avec les puissances émergentes comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. La Chine est d'ailleurs devenue le premier PIB mondial devant les Américains. Les USA sont donc bien une grande puissance mondiale, que ce soit au niveau militaire, culturel ou économique. Ils utilisent leur hard power ou soft power pour exercer leur puissance et lutter contre leurs rivaux, du communisme au terrorisme. L'arrivée d'Obama a entraîné une inflexion de la politique étrangère, mais sans la bouleverser non plus. Bon allez, it's time for a recap, dude. Si jamais vous tombez sur ce great sujet, voilà un exemple de plan que vous pourriez faire. Grand 1, de 1918 à 1945, une première puissance mondiale isolationniste. A. Les États-Unis comme refondateurs de l'ordre international. B. Les États-Unis entre isolationnisme et développement de la puissance. C. Les États-Unis face à la Seconde Guerre mondiale. Grand 2, de 1945 à 1991, une superpuissance de la guerre froide. A. L'affirmation de la puissance américaine. B. Les États-Unis, leader du monde libre dans la guerre froide, de 47 à 70. C. Le leadership américain, remis en cause avant la victoire finale, de 70 à 91. Grand 3, depuis 91, la seule puissance mondiale. A. De 91 à 2001, le moment de l'hyperpuissance. B. La puissance américaine remise en cause et la tentation de l'unilatéralisme. Et C. De 2008 à 2016, les États-Unis de Barack Obama, un nouveau rapport dans le monde. Donc voilà ce qui s'est passé ces 100 dernières années aux États-Unis. Et quelque chose me dit qu'avec le nouveau président, j'aurai pas mal de choses à vous raconter dans quelques années. Get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. Force et courage pour vos révisions. Good luck. Eye of the Tiger. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez de la culture américaine, que ce soit la bouffe, genre les burgers, la chanson, Beyoncé ou même le cinéma, genre Star Wars. Moi je vous laisse, je vais me faire un petit trip à Disneyland. Bye. Vous êtes au collège ou au lycée, ça tombe bien, on a créé l'Anti-Sèche pour vous. On a tout ce qu'il vous faut pour réviser, alors abonnez-vous.